Depuis 26 ans au pouvoir, il a très mal géré l'épidémie du Covid. Le peuple lui en veut aussi pour les élections truquées. Galia Ackerman, est-ce que vous pensez que Loukachenko puisse plier tôt ou tard sous cette pression du peuple sans précédent et se retirer du pouvoir? Je pense qu'il faut retenir de ce que vous venez de dire la formule tôt ou tard. Parce que je pense que les fondements du régime sont en effet sapés par cette mobilisation sans précédent en Biélorussie du peuple. Loukachenko est depuis 26 ans au pouvoir. Il a très mal géré l'épidémie du Covid. Le peuple lui en veut aussi pour les élections truquées et pour la dispersion violente et arbitraire des manifestants. Il y a 5 morts déjà dans les rangs de l'opposition. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été arrêtées. Certaines ont été torturées. Donc, il est évident qu'il ne pourra pas tenir très, très longtemps. Maintenant, dans l'immédiat, tant que l'armée et les services spéciaux et les services de sécurité sont de son côté et qu'il jouit quand même du soutien de Moscou, de la Chine, de ses partenaires en Asie centrale aussi, il peut tenir comme par exemple Maduro peut tenir malgré la situation très similaire quand il y a eu des élections truquées, quand c'est Guaido qui est reconnu par beaucoup de pays comme président légitime, et néanmoins Maduro tient. Donc je pense qu'il va pas se priver du pouvoir. Il a déjà déclaré que le conseil créé par l'opposition en vue d'assurer une transition pacifique est une page noire dans l'histoire de la Biélorussie, que ce sont des assoiffés du pouvoir qui veulent saisir le pouvoir par des moyens non légitimes. Maintenant, Loukachenko promet un processus d'adoption d'une nouvelle constitution, ce qui est très similaire à la Russie. Et donc, ce n'est qu'au terme de ce processus qu'on pourrait penser que il pourrait peut-être céder le pouvoir de façon pacifique et préparée. Olivier Granélic depuis Jérusalem. Galia, est-ce qu'il existe aujourd'hui un leadership qui se profile justement face à ce président qui peut être comparé à un dictateur? Il ne peut pas seulement être comparé à un dictateur, il est un dictateur. Mais le problème, c'est que en Biélorussie, depuis une vingtaine d'années, toute organisation de l'opposition est interdite. Il n'y a pas de force alternative organisée. L'espace politique, on peut dire, est couvert de bitume pour qu'aucune herbe n'y pousse. Et donc, l'apparition, par exemple, de Victor Babariko, qui était le candidat qui avait le plus de chances de gagner face à Loukachenko, il a tout simplement été arrêté. Le blogueur Tikhanovsky, qui était un autre candidat, a été arrêté lui aussi. Et Svetlana Tikhanovska, le candidat, on peut dire, alternatif, elle est simplement un candidat technique parce que quand son mari a été arrêté et mis derrière les barreaux, elle a pris la relève et elle a enregistré sa candidature. Maintenant, ce vote, il a été protestataire. On ne connaîtra jamais les vrais chiffres. Officiellement, Loukachenko a eu 80% et Tikhanovska 10%. Beaucoup de témoins sur place dans différents bureaux de vote pensent qu'en réalité, elle aurait obtenu quelque chose comme 70% des voix. C'est-à-dire la fraude est tout simplement d'un ordre inimaginable. Mais je crois qu'elle n'a pas vraiment la stature et ce qu'elle propose, c'est d'être président par intérim pour avoir le temps d'organiser des élections honnêtes. Qui pourrait se présenter à ces élections? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, c'est une situation où il y a beaucoup d'indignation, mais il n'y a pas de force qui mène ces protestations réellement.
Galia Ackerman, on voit bien aussi à travers cette crise politique au Bélarus tout le jeu des grandes puissances qui se profilent derrière et qui s'affiche d'ailleurs très clairement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, malgré des relations ô combien tumultueuses entre le dirigeant bélarusse et Vladimir Poutine, ce dernier l'a tout de même assuré de son soutien dans cette crise? Écoutez, la Biélorussie est la pièce maîtresse dans le jeu géopolitique de Poutine qui veut reconstituer au moins partiellement l'Union soviétique et à défaut de l'Union soviétique complètement, une nouvelle communauté des pays issus de l'ex-Union soviétique. Et la Biélorussie et la Russie sont liées par des relations très spéciales parce qu'il y a déjà une vingtaine d'années, ils ont signé le projet de future union supranationale entre les deux pays. Et si ce projet va au terme, la Biélorussie sera tout simplement la province russe qui ne dira pas son nom, mais qui n'aura aucun pouvoir réel, en particulier en politique étrangère, mais aussi, je pense, dans la plupart des domaines. Donc, Poutine, s'il lâche, on peut dire, la Biélorussie, son rêve est brisé. Il n'a pas réussi à se soumettre à l'Ukraine, malgré l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass. S'il perd aussi la Biélorussie, c'en est fini de son rêve. Et c'en est fini aussi de son régime, parce que l'idéologie du régime est le rassemblement des terres russes. Les Russes n'ont jamais considéré les Biélorusses comme un vrai peuple. La langue biélorussienne, on peut dire, comme une vraie langue. Et pour eux, c'est vraiment un couteau dans le dos, ces agissements, on peut dire, de l'opposition. Parce que Loukachenko n'est pas très docile. Il ne veut pas être complètement avalé par la Russie. Donc il résiste. Il essaie de gagner du temps, il essaie de préserver au maximum son pouvoir, mais c'est quand même un partenaire connu et qui peut être probablement plié. Si la Biélorussie commence à suivre la voie européenne, ce sera perdu complètement pour la Russie. Donc, Poutine n'aime pas Loukachenko, Loukachenko n'aime pas Poutine, mais les circonstances les forcent à se soutenir mutuellement. Olivier, peut-être une toute dernière question pour notre invité ce matin. Il nous reste 3 minutes pour conclure. Peut-être rapidement, Galia, est-ce que vous pouvez nous dire que se passe-t-il avec la communauté juive en Biélorussie? Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il y a une très grande partie de ce qui restait de la communauté juive biélorusse après la guerre, parce que vous savez que la Shoah en Biélorussie, comme en Ukraine, comme dans les pays baltes, c'est des centaines de milliers de juifs qui ont été tués par les nazis. Maintenant, la plupart sont partis en Israël. Je crois que il ne se passe rien de particulier, si j'ose dire. La communauté n'est pas très nombreuse et elle est plutôt calme. Loukachenko ne l'empêche pas d'exister, en tout cas. Elle ne doit pas faire face à des actes antisémites, spécialement. Oui, mais vous savez, les attaques antisémites, malheureusement, dans l'espace ex-soviétique, sont à peu près inévitables. Ouais. Il y avait quand même après les nazis, il y avait encore de l'antisémitisme d'État soviétique qui a persisté jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev. Donc, il y a toujours des relents d'antisémitisme qui sont possibles et qui se manifestent de temps à autre, aussi bien en Russie qu'en Ukraine et qu'en Biélorussie. Merci Galia Ackerman pour toutes vos précisions ce matin, historienne spécialiste des pays de l'ancienne URSS et de l'Europe centrale. Je rappelle le titre d'un de vos derniers ouvrages, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine aux éditions Premier. Voilà, merci donc à Olivier Sambert, merci à Galia Ackerman pour cette interview sur la situation en Biélorussie.